marche pas, tu ne peux pas me voir. Tous ces squelettes que tu vois autour de toi sont des espèces disparues depuis des milliers d'années. Je suis en quelque sorte le messager. Ah, tu te rends compte? Elles ont toutes disparu avant que toi, Julien, et ceux de ton espèce ne posiez votre pied sur cette terre. Oui, bon. La biodiversité dont tu fais partie est en danger. Et lorsque tu ne seras plus, comme eux, qu'un squelette, il n'y aura plus personne pour m'écouter. Alors pars dès à présent pour apprendre à mieux connaître la biodiversité et mieux la protéger. Bonne chance. Aujourd'hui, les êtres vivants sont des milliards, des dizaines, voire même des centaines de milliards à habiter la Terre. Les humains, eux, sont les seuls à pouvoir parler, compter et faire des tas d'autres choses encore. Mais il ne s'agit pas de dire que les autres espèces ne sont pas intéressantes, bien au contraire. La grande variété des êtres vivants, qu'on appelle biodiversité, est nécessaire au bien-être de l'humanité et de toutes les autres espèces. Elle contribue à ce que l'on nomme le développement durable. Pour qu'il y ait un développement durable, il faudrait donc que tout ce qui permet la vie sur Terre soit disponible partout où les êtres vivants en ont besoin et tout le temps. C'est le seul moyen pour que vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-arrière-petits-enfants puissent aussi en profiter. Il n'y a pas de raison. Tout ce qui vous aide à vivre sur cette terre s'appelle ressources naturelles. Parmi elles, on retrouve l'air, l'eau, les matières minérales comme le sable, le fer, l'argile, parfois avec une origine animale et végétale très lointaine comme le charbon ou le pétrole. On trouve aussi les êtres vivants, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, les champignons, les bactéries qui font tous partie de la biodiversité. Ainsi, pour permettre le développement durable, il faut conserver bien précieusement ces 4 principales ressources naturelles sans lesquelles on ne pourrait pas vivre, manger, se déplacer, ni même se loger. Pour remplir ta mission, Julien, tu dois d'abord résoudre quelques énigmes. Tu peux te faire aider. Alors, dis-moi pour commencer, d'après toi, la biodiversité c'est quoi ? La biodiversité c'est tout ce qui nous entoure, les arbres, les feuilles et tout le reste. C'est les végétaux, les microbes, les champignons, les animaux. Et la biodiversité, ça sert à quoi ? Ça sert à respirer, à rester en vie, sinon on serait mort. Ça sert à apprendre la vie. La biodiversité, ça sert à vivre, à courir, à marcher, à manger, à tout ça, quoi. La biodiversité, c'est la grande variété des espèces, mais aussi la grande variété des individus qui appartiennent à une même espèce. En fait, 2 individus appartiennent à la même espèce dès l'instant qu'ils peuvent donner naissance à un petit, qui, plus tard, sera capable de se reproduire. La biodiversité représente aussi la grande variété des milieux dans lesquels on trouve les différentes espèces. Mais même si l'on est d'accord sur la définition, lorsque l'on parle de biodiversité, tout le monde n'entend pas forcément la même chose. À chacun sa biodiversité, en fonction de ses propres besoins. Voyons ensemble les différentes espèces que l'on nous montre généralement. Commençons par les espèces emblématiques. Ce sont des animaux et des plantes que l'on retrouve le plus souvent dans les livres, à la télévision, dans les magazines ou dans la publicité. Ces espèces sont appréciées pour leur beauté ou ce qu'elles représentent. Parmi elles, on retrouve des géants, des forces de la nature, des choses étranges, de redoutables chasseurs ou de sympathiques compagnons. Il y a aussi des plantes, celles qui, depuis l'enfance, nourrissent l'imaginaire. Celles qui en imposent par leur taille, celles que l'on voit dans les séries télévisées, mais aussi celles qui contribuent à l'alimentation, à la culture et à la santé de tous.
Certaines espèces se font aussi connaître quand elles sont menacées de disparition. Leur protection permet en général de sensibiliser le public à la conservation de la nature. Parmi les plus connus, on retrouve le grand requin blanc, le tigre du Bengale, le thon rouge, l'éléphant, le gorille. On dit qu'avec la fonte de la banquise, l'ours blanc risque aussi de disparaître. Lorsqu'il s'agit de biodiversité, on parle parfois d'espèces indicatrices. Plus connues des scientifiques, elles vous permettent de mieux comprendre la nature. Grâce à elles, on peut deviner, par exemple, l'âge d'une forêt ou évaluer la pollution d'un cours d'eau. Ainsi, la présence de saumon dans une rivière témoigne d'une bonne qualité de l'eau. En matière de biodiversité, il ne faut pas oublier les espèces réintroduites, qui sont des espèces réinstallées dans un milieu où elles vivaient autrefois, mais que l'homme a fait disparaître. C'est le cas des ours ou des lynx dans certains pays d'Europe, qui posent parfois problème aux troupeaux. Parmi les espèces les plus connues de la biodiversité, on trouve les animaux que l'on chasse ou que l'on pêche. Mais ne perdons pas de vue que la nature mérite d'être préservée même quand elle ne représente pas d'intérêt immédiat pour l'homme. Bonjour Julien, tu t'intéresses à la biodiversité de la ville. Alors on va essayer de te montrer où elle est et puis quel est son intérêt. Tu sais, c'est très important la biodiversité dans la ville parce que ça participe beaucoup à la santé et au bien-être des habitants des villes. Plus il y a de la biodiversité, plus il y a des plantes, plus il y a des oiseaux, plus il y a des animaux en général, mieux les gens se sentent. Ils sont en meilleure santé. Il y a plein de chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet et ils montrent que vraiment la santé des gens, leur bien-être dépend beaucoup de la biodiversité. Donc ici on voit par exemple un lichen qui est une sorte de partenariat entre une algue et un champignon. Et certaines espèces de lichens peuvent montrer l'état de pollution d'un site. Alors voilà ce qu'on peut trouver typiquement au pied d'un mur. Donc ici une chélidoine qu'on appelle l'herboverrue. Donc si on coupe un morceau de feuille, on voit un latex jaune qui sort et qui peut être appliqué sur les verrues et qui est censé soigner ces verrues. Tu sais Julien, toutes ces plantes qu'on vient de voir là, c'est des plantes que personne ne voit jamais, mais il faut les respecter quand même parce qu'elles sont très utiles. Et par exemple, c'est dommage de tondre trop fortement les gazons, c'est dommage d'utiliser des herbicides, tout ça. Et puis il faut accepter qu'il y en ait dans les pieds des arbres, dans le bitume, dans les murs. Il n'y a pas de problème, ces espèces elles participent à ton bien-être, il faut que tu les acceptes comme elles sont. Très sympa ce petit cadre pour le pique-nique. Tu t'en fais pas, dis-moi Julien. Arrête Julien. C'est pas parce qu'elle fait peur qu'elle sert à rien. Elle aussi va pouvoir se faire un petit pique-nique et manger les mouches qui t'embêtaient.
et tout le monde sera tranquille. L'homme vit de moins en moins proche de la nature, ce qui explique que dans les sociétés modernes, il ne sait plus que la plupart des choses qu'il utilise proviennent de la biodiversité. Depuis la nuit des temps, l'homme vit grâce à ce que lui fournit la nature. Elle lui permet de se nourrir, se soigner, se chauffer et même de se vêtir. Attardons-nous quelques instants sur votre nourriture, car sans biodiversité, il n'y aurait rien à manger. Même si vous ne consommez la plupart du temps que quelques plantes cultivées comme le blé, le maïs, le riz ou le manioc, et quelques espèces d'animaux domestiques comme le bœuf, le porc ou le poulet, la biodiversité occupe une place très importante. Vous avez besoin de milliers d'espèces et de variétés pour conserver une alimentation saine et variée. La biodiversité est aussi nécessaire à votre santé. Depuis des millénaires, les hommes se soignent avec les plantes et les animaux. Aujourd'hui, une grande partie des molécules utilisées par les entreprises pharmaceutiques ont été trouvées grâce aux espèces végétales, animales, aux champignons et aux micro-organismes. La biodiversité permet aussi, à partir d'observations et d'expériences menées sur de très nombreuses espèces, de mieux comprendre le fonctionnement du corps humain et des maladies qui peuvent l'affecter. Pour construire vos maisons, vous utilisez différentes matières qui proviennent de la biodiversité actuelle ou passée. Le bois, le chanvre ou le chaume sont issus de matières végétales, donc de biodiversité actuelle. Le calcaire, quant à lui, est issu de biodiversité passée, puisqu'il provient de coquilles et de squelettes d'êtres vivants ayant existé il y a plusieurs millions d'années. Quant à l'énergie que vous consommez, elle est essentiellement produite à partir de gaz, de pétrole, de charbon, de bois, mais aussi parfois de tourbe, voire même de bouse de vache. Enfin, la biodiversité nous aide à inventer de nouvelles choses. Les hommes ont appris à imiter la nature pour créer des matières et des objets parfois révolutionnaires. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. La tour Eiffel aurait d'ailleurs été construite en prenant modèle sur le fémur, le plus solide de nos os. Alors Julien, je vais t'expliquer comment aujourd'hui les industriels s'inspirent de la nature pour créer de nouveaux produits et ainsi mieux la connaître, mieux la protéger. Le biomimétisme est une discipline assez nouvelle dont le nom veut dire s'inspirer de la nature, imiter la nature. Et en fait, il désigne une nouvelle habitude que les industriels, les entreprises doivent prendre pour créer leurs produits, concevoir leurs produits en s'inspirant de la nature, avec du coup des produits plus efficaces et moins gourmands en énergie. Alors je vais te montrer quelques exemples de biomimétisme. Un exemple ancien et qui est finalement le plus connu, c'est la façon dont on a créé le velcro, tu sais, ces scratchs, ce qu'on appelle des scratchs sur des chaussures, des vêtements, etc., en s'inspirant d'une fleur qui est la fleur de bardane, dont les épines ici sont dotées de petits crochets qui s'accrochent dans les vêtements. Au départ, la nature crée ça pour que la fleur de bardane puisse aller répandre ses graines ailleurs et du coup la plante se développe comme ça. Il y a plein d'autres exemples de biomimétisme qui ne sont pas dans ce livre. Par exemple, au Japon, un TGV qui s'appelle le Shinkansen doit passer sur le trajet qu'il fait dans beaucoup de tunnels. Et dans les tunnels, l'air est assez comprimé souvent. C'est pour ça que quand on passe sous un tunnel, on a mal aux oreilles parfois. Donc comment est-ce que les ingénieurs ont essayé de résoudre ce problème? Mais ils se sont dit quelle est l'espèce qui dans la nature est confrontée au même problème et arrive à le résoudre. Et ils ont pensé au martin-pêcheur, qui est un oiseau qui doit aller très vite, qui pique dans l'air et qui rentre dans l'eau, quasiment sans perte de vitesse. Et en s'inspirant de cette solution trouvée dans la nature, les ingénieurs ont conçu la tête et le nez, j'allais dire, du TGV, vraiment de manière très très similaire au martin-pêcheur. Le résultat, c'est qu'on a gagné 10% de vitesse en économisant 15% d'énergie, puisque le train arrive à rentrer plus facilement dans le tunnel et il y a une moindre résistance de l'air. L'idée, c'est de s'inspirer de la nature pour mieux la respecter. La biodiversité a une fonction écologique puisqu'elle permet, grâce aux bactéries, de nettoyer les eaux usées.
Cette fonction écologique permet d'ailleurs dans de nombreux cas de faire des économies d'argent. New York, par exemple, qui compte une dizaine de millions d'habitants, puise son eau potable dans un ensemble de 5000 km² de vallées cultivées et de montagnes couvertes de forêts parcourues par de nombreuses rivières. Pour lutter contre la pollution de l'eau, la ville de New York aurait dû construire une usine de traitement de l'eau très coûteuse. Au lieu de ça, elle a choisi une solution plus écologique et plus économique, en laissant les forêts, les marécages et les rivières nettoyer l'eau. On a aussi empêché la pollution des rivières et du sol en retraitant les déchets et en cessant d'utiliser des pesticides dangereux pour la santé. La biodiversité est partout, jusque dans les traditions et les croyances. Elle est par exemple une source inépuisable de symboles pour de nombreuses religions. Qui n'a jamais entendu parler du dieu Ganesh, de la colombe de la paix, de la pomme d'Adam et Ève ou du coq blanc de Mahomet? La biodiversité vous permet aussi d'apprécier sa beauté, de vous cultiver, de pratiquer différents sports ou de vous amuser. Ouais, pas mal, mais en vrai, tu sais faire quoi? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ma parole, tu te prends pour Mario ou quoi? Oui, tu devrais faire attention quand même. Moi je dis ça. Si j'étais à ta place, j'irais faire un petit tour en forêt. Allons Julien, reprends-toi. T'es tout le temps en train de rêvasser, t'as une mission à accomplir, une enquête à mener. D'ailleurs, d'après toi, la biodiversité, pourquoi est-elle menacée? Elle est menacée parce qu'on gaspille trop. Les hommes ils polluent trop. Regarde maintenant les paysages sont plus comme avant. Les arbres, il y a moins d'oxygène parce que les hommes ils détruisent les arbres. Et alors, comment préserver la biodiversité? Pour préserver la biodiversité, il faut arrêter de trop chasser, acheter des produits recyclables, et comme ta casserole qui te sert d'un MP3, il faut la recycler aussi. Si la biodiversité existe, c'est grâce à l'écosystème, un milieu où une multitude d'êtres vivants dépendent les uns des autres. L'écosystème, qui n'existerait pas sans l'eau, l'air, le soleil et le sol, fait vivre un grand nombre d'espèces qui ont toutes des relations entre elles. Les graines, par exemple, font partie de cet écosystème. Certaines, transportées par le vent, finiront par germer grâce à la lumière du soleil, l'eau et les sels minéraux du sol. Les plantes qui apparaîtront devront alors vivre avec des espèces déjà installées. Les insectes qui viendront butiner seront parfois mangés par d'autres animaux. Les plantes nourriront aussi certaines espèces qui, elles-mêmes, seront chassées par d'autres. Il y a aujourd'hui des millions d'espèces répertoriées. L'homme, par exemple, est un Homo sapiens. Il appartient à l'espèce Sapiens, qui fait elle-même partie de la grande famille des animaux. Les trois autres grandes familles sont les plantes, les champignons et les bactéries. Pourquoi faut-il qu'il y ait une grande diversité d'êtres vivants et donc une grande biodiversité? Eh bien, plus les espèces et les individus sont nombreux, moins ils seront menacés, car les maladies et les espèces ravageuses sont très souvent propres à une seule espèce, voire à quelques espèces seulement. Si aujourd'hui la biodiversité est menacée, c'est principalement à cause de l'action de l'homme. Bon, il est vrai que la Terre a connu de grandes périodes d'extinction de la biodiversité.
dues au climat, aux tremblements de terre, aux éruptions volcaniques et aux chutes de météorites. Mais il aura fallu patienter plusieurs centaines de milliers d'années pour que la biodiversité se reconstitue. Récemment, l'homme a découvert que la biodiversité était bien plus riche qu'il ne croyait. Mais dans le même temps, il a pris conscience que le tiers ou la moitié des espèces allaient disparaître pendant notre siècle. Bonjour Julien, alors on va continuer notre quête de la biodiversité. On va aller voir des choses qui n'existent plus aujourd'hui, qui ne sont plus sous nos yeux, et puis qui sont conservées ici au muséum, dans cet endroit qu'on appelle la zoothèque. Alors comment sait-on qu'une espèce a disparu? Ça c'est une question un peu mystérieuse, parce que c'est lié évidemment aux gens qui vont aller sur le terrain, qui vont dire tiens, moi j'ai vu à tel endroit ceci, cela, et puis quelqu'un qui va y retourner, je ne sais pas, 10 ou 15 ans après, moi j'ai rien vu. Ah bon, t'as rien vu, mais t'as mal regardé ou... non, j'ai rien vu. Et puis de proche en proche comme ça, tous les gens qui vont y retourner vont dire non, moi j'ai rien vu non plus. Et là, le temps passe, on a 30 ans, 50 ans qui sont passés, et puis on se dit, mais oui, ça a dû disparaître, parce qu'on a quand même bien cherché, on a utilisé beaucoup de choses, mais on n'a rien retrouvé. C'est le cas du grand pingouin. On sait très bien que les deux derniers ont été tués en juillet 1844, malgré le fait que certains aient dit « mais non, j'en ai encore vu, il y a encore un autre îlot là-bas, il en subsiste ». Non, c'était terminé. Alors un autre célèbre disparu, encore plus éloquent peut-être, le pigeon migrateur américain. Des chroniqueurs du début, fin 18e, début 19e, des chroniqueurs qui étaient immigrés d'Europe, parlent du pigeon en disant « les vols étaient tellement importants » qu'ils obscurcissaient le ciel. Comment expliquer qu'on passe en 120 ans, 130 ans, de plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'individus à zéro? Alors, l'histoire malheureuse du pigeon migrateur, en fait, c'est une mauvaise rencontre. C'est l'animal qui est là au mauvais moment, à la mauvaise place. Pourquoi? Parce que le 19e siècle, c'est la conquête de l'Ouest. Eh bien, les colons, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en consommer, mais ils ne vont pas en consommer des millions. Alors, ils vont se distraire, ils vont faire du tir au pigeon. Et puis, comme ça, par quantité incroyable, l'espèce va disparaître. Lorsqu'une espèce disparaît, la plupart des espèces qui vivaient avec elle peuvent disparaître à leur tour. Sans abeilles, il y aurait beaucoup moins de fruits, voire plus du tout, dans certaines régions. Notons que la durée de vie d'une espèce, sans l'intervention des hommes, est tout de même de l'ordre de 2 à 10 millions d'années. En gros, tous les 1000 ans, une espèce sur 1000 disparaît. Le rythme des extinctions est aléatoire lorsqu'il se déroule naturellement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'interférence marquée. Alors une interférence marquée, c'est quoi? Ça va être l'action de l'homme. Lorsque vous faites une autoroute, ou même un parking par exemple, pour une espèce de la taille du lion, un grand prédateur, ça a peu d'incidence. En revanche, pour des espèces telles que des insectes qui ont un rayon d'action extrêmement limité, pour des plantes qui a fortiori sont à peu près immobiles, on ne voit pas beaucoup de plantes courir, là c'est une catastrophe. Il suffit parfois que vous détruisiez, modifiez 1 mètre carré, et vous avez là tout un ensemble de faune et de flore qui ont disparu définitivement. Nous serions entrés aujourd'hui dans la 6e grande crise d'extinction avec un coupable, l'homme. Cette extinction est très rapide, comparée aux précédentes catastrophes qu'a connues notre planète Terre. On connaît aujourd'hui les 3 causes principales de l'accélération de la disparition des espèces. Il y a d'abord la destruction des lieux de vie des espèces, qui passe par la pollution, le partage en petits morceaux des espaces de vie des plantes et des animaux, et la déforestation. En Indonésie, ou en Amazonie par exemple, la déforestation est particulièrement inquiétante. Et au total, c'est plus de 3 fois la surface de la Suisse en forêt tropicale
qui disparaît chaque année. Malgré les cris d'alarme, ce rythme n'a pas ralenti depuis les années 80. Le gros problème, c'est qu'avec la disparition des forêts tropicales, c'est toute une biodiversité immensément riche qui disparaît. Sans compter que la destruction des forêts entraîne aussi des sécheresses ou des inondations, car l'eau n'est plus retenue ou absorbée par le sol. La disparition de la biodiversité est due aussi à l'agrandissement des villes qui remplacent les milieux naturels par de nombreuses constructions. Enfin, la consommation exagérée de nombreux animaux et plantes est à l'origine de la disparition d'un grand nombre d'espèces. En un siècle, par exemple, la quantité de poissons capturés en mer a été multipliée par 20. De plus, beaucoup d'engins, comme les chaluts et les dragues, détruisent durablement les fonds marins en arrachant les herbiers, en cassant les coraux, en labourant le sable. Les poissons ne trouvent plus assez de nourriture, ni d'endroit pour pondre. Malheureusement, il faut savoir qu'il sera souvent impossible de revenir en arrière. Enfin, le problème vient aussi des espèces invasives, introduites accidentellement ou intentionnellement. Elles se développent dans un écosystème qui n'était pas le leur, et quand on les considère comme dangereuses, il peut être difficile de trouver une solution pour les faire disparaître. La moule zébrée, petit mollusque d'eau douce originaire d'Europe, a été introduite au Canada. C'est une espèce invasive qui peut être parfois nocive. Depuis qu'elle s'est multipliée, plusieurs problèmes sont apparus. Baisse de la quantité de plancton, danger pour les moules locales qui ne peuvent plus respirer normalement et se nourrir correctement. Les moules zébrées bloquent aussi les usines de traitement des eaux municipales en bouchant les canalisations. Il arrive cependant qu'avec le temps, certaines espèces introduites finissent par être complètement acceptées. C'est le cas de l'eucalyptus, originaire d'Australie et désormais présent dans de nombreuses régions du monde, notamment en Afrique et en Europe. Parce qu'ils n'ont jamais existé avant, les OGM, ces êtres vivants dont on a changé artificiellement une partie du code génétique, peuvent aussi être considérés comme des espèces étrangères au milieu naturel. Le croisement entre une plante OGM qui produit son propre insecticide et une espèce sauvage peut donner des plantes dangereuses pour l'écosystème. L'homme perturbe les équilibres de la nature alors que les ressources naturelles sont nécessaires à son développement. C'est pourquoi, s'il souhaite vivre convenablement encore longtemps, il doit conserver sagement sa place dans la biodiversité. Eh ben voilà mon Julien, on dirait qu'on a abusé du pesticide. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une idée? Ouais, bien essayé, mais tu sais Julien, la nature revient pas toujours en arrière. Pour la survie de la planète, il est urgent de retrouver un équilibre entre les activités humaines et la biodiversité.
Il convient donc de mieux connaître les êtres vivants et leur écosystème afin de les préserver. Tu vois Julien, en fait, il y a de nombreuses espèces qui ne sont pas assez utilisées pour maintenir la biodiversité. Un exemple, c'est celui de l'abeille, puisqu'en fait, c'est une espèce qui est surtout connue en tant qu'espèce productrice. Elle produit du miel, du pollen, la cire. Il y a aussi des composés qu'elle récupère en fait, dans la nature, qui sont la propolis, qu'elle récupère en fait, sur les arbres et qui sont utilisés dans les produits cosmétiques. Mais en fait, son intérêt, le plus important en termes de biodiversité, c'est en fait son action pollinisatrice. C'est une espèce qui est généraliste et en fait, ça veut dire qu'elle ne va pas butiner sur une ou deux espèces de fleurs, mais en fait, elle va aller rechercher des ressources, donc du nectar sur les fleurs et également le pollen. Et elle est responsable, de par la pollinisation, de la production en fait, d'un certain nombre de plantes, et en particulier donc, des fruits et légumes, et qui sont très très importants pour les populations humaines. Et si elle venait à disparaître, eh bien, les étalages, par exemple, des marchands de légumes seraient réduits pratiquement au tiers de ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Et donc ça poserait des gros problèmes de famine à l'échelle mondiale. Et donc il est important de conserver en fait, la biodiversité de cette espèce qu'on peut considérer comme une espèce clé au sein des écosystèmes. Pour sauvegarder la biodiversité, plusieurs solutions ont déjà été trouvées. Création de parcs nationaux par exemple, ou pratique d'une agriculture qui utilise moins de produits chimiques, qui en tuant les espèces indésirables, élimine aussi beaucoup d'autres espèces. Mais chacun peut aussi agir au quotidien. Préserver la biodiversité, c'est possible aujourd'hui. C'est possible en fait donc par deux biais importants. Le premier, c'est de faire en sorte de mieux la connaître et de mieux la comprendre, ce qui nous permettra de mieux la préserver encore. Donc ça, c'est participer aux actions de sciences participatives. Ça, c'est la première action qui est tout à fait facile à faire et je dirais qui peut en plus être fait très simplement en observant des papillons et après de façon plus compliquée, par exemple en allant baguer des oiseaux et en participant au programme Stock. Donc ça, c'est la première action, participer à l'avancement des connaissances. Deuxième type d'action, qui est, je dirais, plus qu'une action, une attitude, c'est être respectueux des équilibres. En ville, par exemple, à partir du moment où on a choisi des plantes à la fois pour l'agrément, c'est-à-dire parce qu'elles sont jolies, elles sont robustes, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'adapter effectivement à des conditions climatiques ou de pollution un peu extrêmes, on a des plantes assez variées. En conséquence, on constate aujourd'hui que les abeilles et les insectes pollinisateurs ont tendance à se porter beaucoup mieux en ville que dans les grandes étendues agricoles où malheureusement elles dépérissent faute d'un régime alimentaire équilibré. Donc une des façons en fait de maintenir des insectes pollinisateurs vivants et en bonne santé, c'est de diversifier les cultures. Ça c'est pour la campagne et en ville de maintenir donc ces jardins publics. Oh là 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 là. Alors le chantier, quel sale début de journée, Julien. Dis-moi, dans ce cas-là, je vois deux options. Ou tu te recouches, ou tu te reprends.
Oh mais alors ça c'est une super idée. Tu fais du compost avec des déchets organiques. Non seulement t'as moins de déchets, et en plus tu apportes plein de bonnes choses pour ta terre et tes plantes. Et là, moi je dis bravo mon Juju. Décidément Julien, tu es un véritable rêveur. Mais puisque tu es revenu parmi nous, dis-moi, que se passerait-il s'il n'y avait plus de biodiversité? S'il n'y a plus de biodiversité, il n'y a pas de gazon, il n'y a plus de ballon de foot et je ne peux plus jouer au foot. Sans biodiversité, il n'y aura plus d'air, on va mourir. Et après, il n'y aura plus d'animaux. Et sans animaux, il n'y aura plus de cheval. Et tu viens de quelle planète, toi? Sans biodiversité, il n'y aurait plus d'animaux, on pourrait plus manger. Et puis, s'il n'y aurait plus d'animaux, il n'y aurait plus de chat, je l'aurais plus mon chat. Sans biodiversité, on n'aurait plus de maison, on vivrait dehors. T'aimerais bien vivre dehors, toi? Si la biodiversité vous permet de vivre, elle permet aussi aux sociétés d'améliorer leurs conditions de vie. C'est ce que l'on appelle le développement. Dans sa conquête du monde, l'homme a beaucoup modifié les milieux naturels. Car il a de tout temps utilisé la biodiversité pour se nourrir et se procurer les matières indispensables à son bien-être. À la préhistoire, les hommes menaient une vie nomade, à la recherche des plantes et des animaux qui leur permettaient de se nourrir, mais aussi de se vêtir et de construire leurs abris. Puis, ils ont trouvé qu'il était plus malin de cultiver la terre et d'élever des animaux. C'est le début d'une longue histoire d'utilisation et de transformation de la biodiversité par l'homme. Il va se mettre à cultiver les espèces sauvages. Puis, il va avoir le souci d'obtenir de nouvelles récoltes. C'est là qu'apparaît la sélection. Après chaque récolte, il va choisir minutieusement les graines qu'il va replanter pour la récolte suivante. Ce qu'on appelle désormais agriculture va procurer de la nourriture à des populations de plus en plus nombreuses. De nombreuses plantes vont donc être choisies et se retrouver dans le monde entier. La découverte de l'Amérique, par exemple, a permis d'introduire en Europe, dès le XVIe siècle, le maïs et la pomme de terre. La diffusion de toutes ces plantes est à la base de la plus grande révolution alimentaire de l'histoire. Elle a d'ailleurs joué un rôle dans la révolution industrielle grâce au coton et au caoutchouc. Elle a permis de créer des médicaments et donc de sauver de nombreuses vies. Il faut savoir que l'utilisation des ressources naturelles pour l'industrie a démarré il y a longtemps. Un grand nombre de forêts en France et en Angleterre ont disparu au Moyen-Âge. Déjà à cette époque, les hommes avaient besoin de terres agricoles pour nourrir toujours plus d'habitants. Il fallait aussi fournir en bois l'industrie des forges et les chantiers navals. Mais c'est à la fin du XIXe siècle, à l'époque de la révolution industrielle, que la biodiversité vivante, issue des plantes et des animaux, et la biodiversité passée, comme le charbon et le pétrole, vont commencer à être exploitées comme jamais auparavant. Bonjour Julien, je t'attendais. Ben écoute, assieds-toi. Et puis on va parler du lien entre le développement durable et la biodiversité. Il faut savoir que chaque jour, au XXe siècle, eh bien, l'énergie qu'on a consommée, le pétrole qu'on a consommé, ça représente 1000 ans d'activité de la biodiversité d'autrefois. C'est-à-dire que la biodiversité a mis 1000 ans pour produire l'énergie qu'on consomme chaque jour. Et puis ensuite, on a construit des immeubles, on a construit des grandes maisons. Comment on a fait ça? Et on a fait ça avec du béton et de l'acier. Le béton et l'acier, ben, c'est de la biodiversité d'autrefois. Tout ce qu'on a fait au XXe siècle, on l'a fait parce qu'il y a très longtemps, eh bien, la biodiversité a travaillé pour nous.
Alors on peut se dire, on parle beaucoup du développement, on dit que demain sur la planète il y aura peut-être 9 milliards d'habitants, c'est-à-dire plus de la moitié de plus qu'aujourd'hui. Et donc finalement, est-ce que même en utilisant la biodiversité, ça va suffire? On peut se poser la question. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, eh bien l'énergie qu'on consomme aujourd'hui, eh bien on la consomme beaucoup plus vite que la biodiversité est capable de la renouveler. Et donc c'est un peu la question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'il y a des tas de ressources dans la biodiversité, mais ces ressources, il faut peut-être mieux les garder pour demain que d'essayer de toutes les consommer aujourd'hui, parce que quand on regarde finalement dans 50 ans ou dans 100 ans et qu'on se dit avec quoi les hommes vont continuer à faire leur développement, eh bien si on ne leur transmet pas une biodiversité en bon état, eh bien on peut dire qu'ils seront quand même moins avantagés que nous qui avons beaucoup utilisé cette biodiversité pour faire notre richesse d'aujourd'hui. La question n'est pas de lutter contre l'utilisation de la biodiversité, mais plutôt de s'opposer à son épuisement. L'immensité des réserves de pétrole ou de charbon, tout comme l'immensité actuelle des forêts tropicales, donnerait-elle aux hommes l'autorisation d'exploiter aveuglément ces ressources, pourtant nécessaires à leur survie sur Terre ? Aïe, 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 tout a disparu. Eh oui, Julien, tout est lié, chaque objet autour de toi vient de la biodiversité. Ah ben voilà, comme ça c'est quand même mieux. On l'a bien compris, il est aujourd'hui urgent de réconcilier le bien-être de l'homme et la préservation de la biodiversité. Mais d'abord, comment fait-on pour évaluer tout ça ? Pour mesurer l'influence que l'homme a sur la nature, il suffit de déterminer son empreinte écologique. Imaginez que vous êtes un Robinson Crusoe isolé sur une île déserte. Quelle devrait être la taille de votre île pour que vous puissiez vivre et satisfaire sans limite vos besoins en nourriture, chauffage, matériaux de construction, air pur, eau potable et évacuation des déchets? Cette surface représente votre empreinte écologique. Si votre empreinte écologique est supérieure à la taille de votre île, vous n'aurez bientôt plus de ressources pour vivre. Et ouais, si tout le monde vivait comme toi, il faudrait 6 planètes. Allez hop, au boulot!
Ah ben tout de suite c'est beaucoup mieux. Comme quoi tu vois, avec des petits moyens, on peut faire des grandes choses. On dit que l'empreinte écologique de l'humanité entière aurait doublé au cours des 35 dernières années et qu'actuellement, elle dépasse déjà largement ce que la biodiversité peut nous fournir comme produits et services. L'empreinte par personne des pays les plus riches est presque 3 fois plus élevée que celle des pays les plus pauvres. En plus, le changement climatique actuel peut aggraver les choses par les mouvements de population et les espèces qui ne s'adapteront pas forcément à de nouveaux climats. Si rien n'est fait avant 2030, il faudra 2 planètes Terre pour répondre aux besoins de l'humanité. Alors on peut faire des calculs et connaître les chiffres, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ces chiffres? Eh bien, on peut déjà faire le point sur ce qui ne va pas, et ensuite prendre les décisions nécessaires à la préservation de la biodiversité mondiale. Tout n'est pas perdu, on a le droit d'avoir confiance. Nous l'avons vu, l'homme n'a pas toujours détruit. Il a d'ailleurs de tout temps été capable de façonner de la biodiversité et des paysages. Lorsque les êtres humains le souhaitent, ils peuvent sauver une espèce en voie de disparition. C'est ce qui s'est passé pour le cheval de Przewalski, réintroduit en Asie centrale après avoir été élevé en France. L'homme est aussi capable de mettre en place des politiques de préservation sur de très grands espaces. Pour cela, il faut inclure dans la préservation de la biodiversité les populations locales qui, elles-mêmes, doivent la protéger. N'oublions pas que les peuples indigènes vivent sur leurs terres depuis des millénaires et savent bien comment préserver leur environnement. Les grandes organisations environnementales pensent qu'il est nécessaire d'associer les hommes à la gestion des espaces naturels. L'UNESCO, par exemple, a créé ce que l'on appelle des réserves de biosphère. Alors des réserves de biosphère, il y en a un grand nombre dans le monde. Il y en a plus de 444 je crois, donc réparties dans 95 pays dans le monde. Et ici, celle de Fontainebleau a été créée en 1998. D'ailleurs, ça correspond avec ce qui est écrit sur la plaque sur laquelle on se trouve là tous les deux, qui est la plaque commémorative de la création de l'Union internationale de conservation de la nature. Il y a eu déjà une première prise de conscience un peu mondiale des problèmes de conservation de l'environnement, et c'est justement pour répondre à cette problématique de disparition de la qualité environnementale que l'UNESCO a mis au point et créé ce statut de réserve de biosphère. Ce qui distingue les réserves de biosphère, c'est le fait qu'elles soient nécessairement, ou qu'elles doivent être nécessairement impliquées dans un programme de recherche. Ça sert à mieux connaître, puisque grâce à son programme scientifique, on progresse sans arrêt dans cette connaissance des interactions entre l'homme et la nature. Ça sert aussi à communiquer, puisque c'est en trouvant les bons arguments qu'on arrivera à persuader de plus en plus les gens de s'investir personnellement ou professionnellement dans la protection de la nature et de la biodiversité. Et puis ça sert aussi à mettre en place le développement durable, tout simplement. On a vu quelles étaient actuellement les causes de destruction de la biodiversité. C'est pourquoi on peut affirmer que le développement, tel qu'il se produit actuellement, est à l'origine de la 6e grande extinction des espèces. Alors on peut se poser la question, en matière de préservation de la nature, a-t-on vraiment progressé par rapport à l'homme de Cro-Magnon, qui ne vivait que de chasse et de cueillette? Eh bien la réponse est oui, car aujourd'hui on sait à quel point la biodiversité est à la fois précieuse et fragile. Réduire son empreinte écologique permettrait d'associer biodiversité et bien-être de l'homme. En fin de compte, la biodiversité, de par sa beauté, son utilité et ce qu'elle symbolise, n'est-elle pas le véritable moteur du développement durable? Très drôle, très drôle. De toute façon, je t'avais vu. Bon, je te félicite quand même. Tu as réussi à accomplir ta mission. Et surtout, tu as permis à ton espèce de mieux connaître la biodiversité et de mieux la préserver. Alors voilà, c'est fini. Tu peux rentrer chez toi. Merci. Et puis, salut.